parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Votre animateur principal est Serge Nyawa. Je voulais remercier tous ceux qui nous ont ovationnés, tous ceux qui nous ont appelés de partout pour essayer de nous féliciter et de continuer le grand débat, car nous menons une lutte panafricaine, une lutte pour laquelle nous devions réussir. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, je voulais remercier nos chers panélistes qui nous ont toujours fait honneur d'être avec nous dans ce studio via Skype depuis Lomé, depuis la Caroline du Nord et depuis aussi quelque part aux États-Unis. Nous allons continuer de parler de la crise sociopolitique au Togo. Et pour cela, j'ai choisi le thème qui se titre « La CENI katangaise, malgré la feuille de route de la CEDEAO, continue d'avancer à grands pas avec le recensement qui a débuté le 1er octobre 2018 dernier. » Alors pour cela, nous nous demandons comment nous allons ensemble désormais mener cette lutte contre cette machine frauduleuse. Je parle d'une machine frauduleuse dans la mesure où la CEDEAO, qui est l'arbitre, a une feuille de route et il va falloir que nous suivons cette feuille de route. Mais malgré cela, on passe outre cette feuille de route et on essaie maintenant de pouvoir aller à sa guise. Je veux bien parler du régime en place. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, le train de la CEDEAO a ramené le train de M. Gilbert Baura à la gare. Mais bizarrement bizarre, le train de la CENI est parti avec beaucoup de marchandises. Ce sont des marchandises qui sont illicites dans la mesure où ils ne sont pas reconnus par la CEDEAO. Alors pour ceci, nous nous demandons si nous avons affaire à une CENI réellement qui a été mise en place. Donc nous allons parler en ce thème-là de deux CENI, la CENI légitime et la CENI légale. On va parler pour notre plan du recensement. On va parler aussi de la réaction de M. Yak, le ministre de l'Intérieur, vis-à-vis de M. Nicodème Abia, qui est aujourd'hui le député l'honorable, qui a pris tout son temps pour mener une grève de faim, normalement pour demander à ce qu'on libère les prisonniers politiques. Et puis, qu'on respecte aussi la feuille de route de la CEDEAO. M. Gabriel va nous donner aussi un message très fort, sinon il va nous faire le compte rendu de cette grande marche depuis Lomé. Et nous allons continuer. Vous pouvez appeler le numéro qui est sur votre écran pour pouvoir participer à cette grande émission. Alors, je vous laisse et on revient tout de suite dans notre studio pour la suite de ce grand débat. That's what we're fighting here in the west coast of Africa, that small country called Togo,
51 years with one family. Enough is enough. Our fight is noble. Our cause is legit. We're going to do this until victory. What we are doing here is just like sowing and reaping. And I know that when you sow well, you're going to reap well. The fight is well. We are sowing the fight right now. We know we are going to reap liberty. Liberty for Togo. The dictatorship has fallen in Africa. The dictatorship has fallen in Togo. That dictatorship has fallen in the heart of every Togolese. The fight is right and the victory is here. Comme dira mon frère de New Jersey, victoire au peuple, victoire au peuple, victoire au peuple togolais. Thank you. Monsieur Kotoglo Classio, le recensement avec l'ancienne CENI, sinon je dirais la CENI qui est là, a débuté le 1er octobre 2010. Nous avons dit sur les antennes partout où nous sommes, ce train n'ira nulle part. Ce train ne va pas arriver à bon port. Mais qu'est-ce que nous faisons réellement pour essayer d'arrêter ce train, M. Classio? Oui, Serge, comme vous venez de le dire, l'ancienne CENI, s'il faut l'appeler ainsi, continue toujours son offensive en appelant la population au recensement, effectivement sur la date qu'ils ont fixée. Bon, c'est un phénomène qui est doublé par le boycott de l'opposition de la C14. Nous avons vu partout sur les plateformes et sur les chaînes de télévision que difficilement ce recensement commence par prendre son feu comme ils attendaient. D'ailleurs, les tout premiers jours, les centres de recensement étaient totalement vides, comme un désert. Et bon, ils ont trouvé après une stratégie de forcer les élèves dans les établissements scolaires, les lycées, les collèges, à travers les proviseurs et les directeurs, pour que les enfants puissent aller se faire recenser, tout du moins ceux-là et celles-là qui ont l'âge de voter. Et c'est une première stratégie qu'ils ont trouvée dans les établissements scolaires. Aussi, ils ont trouvé une stratégie de forcer les femmes, les commerçantes qui trouvent quelques 30 000, 40 000, 50 000 de prêts auprès de ce machin mutuel de cette dame qui est en train de gaspiller les budgets de l'État, à savoir Madame Victoire Dogbé. Bon, il commence par trouver certaines stratégies pour pouvoir dire que le recensement a pris feu. Mais vous savez, le peuple togolais n'est pas dupe. Le peuple togolais, depuis plus de 52 ans, cherche définitivement à se libérer. Et les gens n'ont pas répondu à l'appel comme il faut. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est purement un forcing qui ne va aller nulle part. Vous savez, la base est déjà là, la feuille de route de la CEDEAO est là. Soit nous la respectons ou nous ne la respectons pas et les sanctions tombent. Les dispositions commencent déjà à être prises à des niveaux supérieurs pour attirer l'attention de ceux-là qui ont pris tout leur temps pour mettre ces lignes sur cette feuille que nous appelons aujourd'hui recommandation ou bien feuille de route de la CEDEAO. On ne comprend pas. Nous avons déjà alerté l'ONU, nous avions déjà alerté l'OUA, nous avons déjà alerté la CEDEAO pour leur faire comprendre
qu'on ne comprend pas pourquoi le Togo peut être un pays atypique. Président de la CEDEAO, ex-président de la CEDEAO, est le président actuel de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Il y avait des crises en ce moment. Faure Gnassingbé s'est déplacé et allait résoudre les crises dans ce pays. Quand on a pris des décisions, les pays sont censés de respecter ces décisions. Mais maintenant, pourquoi le Togo, on donne une feuille de route et que le président, le cynique président Faure Gnassingbé et sa bande, sa bande ne veulent pas respecter la feuille de route. Donc, Serge, il faut le dire, actuellement, les travaux se font dans les grandes diplomaties pour pouvoir dire la vérité à la CEDEAO. Il faut que les sanctions tombent sur le Togo. Il faut cibler ces gens-là qui sont en train de bloquer la mise en place ou bien la mise sur pied de la feuille de la CEDEAO pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne sont pas au-delà des institutions internationales. Donc, il y a certains noms qui circulent déjà et on va voir dans les jours à venir ce qui va se passer. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi le Togo peut être un pays atypique. Et nous attirons l'attention de tous les diplomates, de toutes les institutions internationales sur le fait. Pourquoi Faure a essayé de donner des consignes en Gambie. Vous aviez vu tout récemment, Yaya Jammeh qui ne voudrait pas partir. Faure était le président de la CEDEAO en ce moment. Et puis ensuite, Faure s'est impliqué dans la résolution de cette crise. Les ordres ou bien les recommandations ont été respectées. Bien sûr que cela a pris le temps, mais elles sont respectées. Et que Yaya Jammeh est parti. Bon, maintenant, pourquoi le Togo est dans une situation et on est en train de donner une feuille de route et certaines personnes veulent se prendre comme ils sont au-delà des lois? Bon, nous voulons savoir quelle est la position de la CEDEAO. Donc, c'est les travaux, ce sont les travaux qui se font actuellement dans les coulisses pour pouvoir attirer l'attention de la CEDEAO. Nous exigeons à ce que les sanctions tombent sur ceux-là qui sont en train de constituer une anicroche pour la mise sur pied de la feuille de route. Merci donc, Classieux Kotoglo depuis la Caroline du Nord. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant notre ami professeur Issoufou Moussa qui est avec nous. Alors, professeur, je voulais quand même vous dire merci d'être avec nous. Professeur, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois que, voilà. Professeur, nous allons avoir le professeur tout à l'heure. On va toujours continuer avec... alors, monsieur Gabriel. Merci d'être avec nous, Gabriel, depuis Lomé. Alors, rapidement, Gabriel, vous avez été à la grande marche de Togo Debout. Vous avez été la personne qui nous a mené beaucoup de films. Nous vous remercions. Alors, on vous laisse normalement le soin de nous apporter réellement, monsieur Gabriel, essayez de nous faire le point de la situation de cette grande marche depuis le lundi 1er octobre 2018. Merci Serge et merci à tous les panélistes. Excusez-moi parce que la connexion a fait défaut. Effectivement, la semaine passée, le Front citoyen Togo Debout avait animé une conférence de presse qui vise à organiser une manifestation de protestation pour la libération des détenus politiques et également le respect de la feuille de route de la CEDEAO. Cette marche a été fixée sur vendredi le 5 octobre et ceci a été le cas ce vendredi, le vendredi dernier. Le point de départ, il y avait eu 2 points de départ pour Togo Debout. Il y a d'abord Gakoto, qui est le premier point de départ, et également le rond-point de la pharmacie près du marché de paix, qui est le second point de départ.
Et prévu pour midi. La marche a commencé aux environs de 13 h, comme ça. Donc, étant donné que c'est Togo Debout qui avait appelé cette manifestation, mais finalement, nous avions eu quand même la présence des leaders des partis politiques de l'opposition. Il s'agit bien sûr de Jean-Pierre Fabre, Brigitte Adjamagbo, et Apévon, Éric Dupuis et tous les leaders des 14 partis politiques de l'opposition étaient présents pour soutenir Togo Debout dans sa lutte. Et malgré qu'on avait quand même interdit par les prohibitions bien sûr de la CEDEAO, la CEDEAO a dit non, il va falloir que l'opposition cesse d'abord les manifestations. Ceci a fait que ces manifestations-là demeurent toujours une baguette magique pour la population togolaise. Ceci étant suspendu, les Togolais sont tellement frustrés. Alors, relancé par le Front citoyen Togo Debout, le vendredi, il fallait voir la foule. Plus de 500 personnes, voire 1000 personnes étaient sorties dans les environs, dans les enclos de baies et ses accessoires. Et la marche a commencé. Et finalement, on a démarré avec l'assistance, bien sûr, des forces de l'ordre, en l'occurrence la police togolaise et également la gendarmerie. Donc, néanmoins, ils étaient là juste pour contrecarrer les mots qui vont essayer d'entacher la marche pour que ça n'ait pas lieu. Donc, la marche a démarré et ça a abouti, ça a pris son point de chute à Enfamé, EPP, devant EPP Enfamé, dans le quartier d'Akoresiwa. Donc, c'est là où Jean-Pierre Fabre a donné son interview et également les autres leaders à l'intention, bien sûr, en l'occurrence, le professeur Doucet, qui a donné quand même son interview également. Donc, la marche a pris sa chute là-bas. Donc, du Front citoyen Togo Debout ont projeté 3 jours de manifestation encore, visant toujours que les détenus politiques soient libérés et la feuille de route de la CEDEAO soit respectée. Malgré toutes ces choses-là, au cours de la marche, là où la marche devait avoir sa suite, il y avait eu un enclos d'instituts là-bas, instituts privés, où certains de la population togolaise se font enrôler sur la liste électorale. Et ceci fait que les manifestants ont eu l'occurrence de pouvoir bloquer ces gens-là. Et les gendarmes et les policiers qui étaient là ont ramassé toutes ces personnes-là, les poussé dans l'enclos et fermé le portail. Et ça a été comme ça, mais finalement, ça avait suscité les tensions de gauche et de droite. Et bon, il y avait eu des hurlations des militants envers ces Togolais-là qui sont en train de s'enrôler. Qui disent que voilà, eux, ils vont faire la lutte et d'autres viendront manger. Ce ne serait pas le cas. Donc, ils n'ont qu'à cesser carrément de se faire enrouler. Donc, ils ont été protégés par les gendarmes et les leaders politiques et également les leaders du Front citoyen Togo Debout ont donné leur interview. On s'est séparés aux alentours de 18 h, voire 18 h 30 comme ça. Alors, les 2 jours restants sont projetés dans la semaine prochaine pour Togo Debout. Et également, nous avons eu l'assistance et le soutien, bien sûr, de la jeunesse patriotique, qui est un mouvement de la société civile également, créé par M. Nkounou Yao Eklo. Et donc, il a également soutenu, il a fait sortir également ses membres. Donc, les rues de Lomé, surtout le centre de Lomé, étaient tous saturés de la population togolaise. Donc, finalement, on dirait que les Togolais attendaient que les marches reprennent. Et ensuite, en plus de ça, nous avons senti que voilà, c'est là où les Togolais veulent faire sortir leur mécontentement, que malgré tout ce qui se passe, il y a eu toujours la violation et le gouvernement poursuit toujours les recensements. Donc, telle est un peu la situation, en bref, que nous avions vécue hier plutôt, dans les rues de Lomé, en l'occurrence le quartier de Baie et ses environs. Merci donc à notre ami Gabriel Adona depuis Lomé, notre envoyé spécial. Alors Gabriel, on pouvait aussi
avoir sur les pancartes depuis Lomé, parce que j'étais auprès de vous, mais je ne pouvais pas vous donner mon secret que j'étais réellement à Lomé pour pouvoir assister à cette grande marche. Alors sur les pancartes, on pouvait voir libérer Messan Kokodoko, libérer Messan Kokodoko, et puis au même moment, sur les mêmes pancartes, on dit « Monsieur, apprenez à parler comme un ministre de la République. On n'est pas dans votre salon. » Alors, est-ce que vous avez vu tout ça avec les pancartes? Parce que nous avons vu vraiment cette grande marche. Oui, effectivement, Serge. Toutes ces choses-là ont été écrites sur les pancartes des enseignes. Ils ont pris ça dans les mains, les militants, les citoyens togolais, les jeunes, les militants, ils ont pris ça. Ils sont écrits aussi sur les cartons de feu et autres, là, tous, un peu partout. Et surtout, les propos du ministre Yak Damhan dans l'émission Audi Actu de Victoire FM, la fois dernière, a seulement suscité des tensions de gauche à droite. Et on dirait que la population togolaise, les citoyens togolais attendaient quand même cette marche pour pouvoir faire sortir leur colère. Donc, effectivement, on dirait que Yak a eu chaud hier là. Il a eu chaud, il a eu trop de choses dans les mots de verbe qui tombent de gauche à droite. Et bon, c'était tellement amusant, c'était tellement émouvant également, puisqu'on avait eu également la présence des forces de l'ordre qui sont quand même les employés directs de Yak Damhan, mais finalement, ils étaient là en présence. Ils n'ont pas pu arrêter ces jeunes-là de cesser à prononcer ces genres de slogans. Mais finalement, ça a été quand même quelque chose qui a choqué nous, le corps de la presse. Et voilà, étant donné qu'il y a capturé ces gens de propos, mais finalement, on a eu l'assistance de ces gens de la gendarmerie, de la police. Ils n'ont pas pu réagir. Étant donné que c'est leur patron, mais finalement, ils n'ont pas pu réagir. Ils ont seulement assisté à la marche jusqu'à ce que ça n'ait sa fin. Donc, les propos de Yak Damhan ont tellement irrité et provoqué des tensions. Et ça a été fait sortir le vendredi, hier passé. Merci Gabriel. Tu es Togolais avant tout. Nous sommes tous concernés sur la crise sociopolitique au Togo. Alors, Monsieur Kotoglo, vous avez entendu Gabriel. Quelle est votre opinion? Cette marche qui a débuté depuis le 1er octobre dernier, le lundi, une grande marche où nous pouvons avoir sur les pancartes « Nous ne retournons plus à la maison ». Nous pouvons avoir aussi « Tu es Togolais ». Avant tout, nous sommes tous concernés avec cette situation. Alors, Kotoglo, cette marche qui a eu lieu, comment est-ce que vous l'appréciez? On ne va plus retourner à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous sommes réellement, comment je peux le dire, décidés à continuer cette marche jusqu'à la fin? Oui, Serge, il faut le dire, je pense bien que les gouvernants sourds et muets du Togo n'arrivent pas encore à comprendre la dynamique nouvelle qui est aujourd'hui sur le territoire togolais. Cette dynamique qui renonce à une dictature et ses manifestations, je pense bien qu'ils n'arrivent pas encore à lire ce que le peuple togolais, ce que la jeunesse est capable, ce que le peuple togolais, ce que la jeunesse, tous deux sont capables de faire. Ils continuent toujours par rester dans une résistance nocive, mais vous savez, le temps passe, mais le temps ne se ressemble jamais, ne se ressemblera jamais. Cette marche de 5 octobre, d'abord, le 5 octobre, il faut vous le rappeler, c'est une date historique dans le processus de démocratisation au Togo. Et c'est une date qui est bien retenue à juste titre par le Front citoyen Togo debout. De passage, je salue le professeur David Dossé et toute l'équipe qui ne cesse de ménager aucun effort
pour pouvoir maintenir la flamme de la révolution sur le territoire togolais, aux côtés, bien sûr, de la C14 qui est devant cette lutte. Il faut dire que l'engouement de la résistance par le peuple reste toujours sur le territoire togolais. Et ce n'est pas toi ou bien moi qui va peut-être le dire, mais tout le monde est en train de voir la réalité. Ils sont en train de confiner le peuple sur, ou bien dans un quartier donné, pour dire que, bon, ils ne peuvent pas perturber, ils vont perturber telle ou telle chose, mais le peuple reste toujours debout. Nous avons vu tout dernièrement les gens qui ont pris de taxis, qui ont pris leur moto depuis Tchévier jusqu'à arriver au niveau de Bec pour pouvoir manifester leur mécontentement. Personne n'est allé les prendre. Ils viennent eux-mêmes. Par rapport à ce que le RPT UNIR fait chaque temps, en dépêchant des bus pour pouvoir aller ramasser des gens contre des billets de 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs. Oui, bon, ça ne se fait pas. Donc, il faut dire brièvement que cette relancée des manifestations par cette société civile est une bonne chose actuellement pour pouvoir revoir les choses. La libération des otages de Yak Daïman doit être obligatoire parce que la feuille de route de la CEDEAO en a précisé. Et nous ne comprenons pas jusqu'à présent pourquoi le hitlérien, le fasciste Yak Daïman résiste toujours à libérer les jeunes qui n'ont rien fait. Je vais vous le dire encore, il y a un Togolais, un jeune Togolais, un activiste qui a juste fait le spot publicitaire pour le boycott lancé par la coalition des 14. Il est arrêté au port autonome de Lomé parce qu'il a posé sa voix en langue bassar. Vous voyez? Donc nous sommes dans un pays atypique, un pays purement dictatorial, un pays où les gouvernants sont devenus des sanguinaires pour pouvoir maintenir la population dans une peur totale. Cette marche qui vient d'être lancée, surtout, il faut apprécier surtout l'appui de la C14 à la société civile dans cette dynamique que nous sommes en train de réclamer au niveau de la diaspora consciente, la dynamique C14, société civile, la diaspora, une seule dynamique qui est capable de venir à bout de ce pouvoir sanguinaire, ce cantonnaire qui résiste encore, mais de toute façon, quand le peuple est debout, personne ne peut le faire asseoir. C'est ce qui va se passer au Togo. D'accord. Monsieur Classio, vous avez dit tout à l'heure là qu'il y a quand même des détenus politiques maintenus dans les prisons et que M. Yak n'a pas voulu les libérer. Mais Yak, nous l'avons entendu la fois dernière sur les antennes d'une radio à Lomé dire que ceux qui sont en prison, il a même eu à dire que M. Nicodème qui était en train de faire une grève de faim, c'était de la comédie. Et ceux qui sont en prison, parce que s'il fait une grève de faim pour qu'on libère ceux qui sont en prison, il va falloir que la justice fasse son travail. C'est ce que Yak a dit. Alors, la justice va faire son travail. De quel droit on les reproche pour que la justice réellement fasse son travail? Serge, est-ce que nous avons une justice au Togo? C'est la question qu'il faut se poser. Nous savons ce qu'est la justice togolaise et nous savons quelle est la liaison entre la justice togolaise et la présidence de Faure Gnassingbé, où les fonctionnaires sont des sanguinaires, des tueurs des citoyens. Nous savons que nous n'avons pas une justice au Togo, et tout le monde le sait. La justice togolaise est juste là pour pouvoir prendre ceux-là qui sont contre le pouvoir. La justice togolaise n'a pas encore pris Yak Daïman et ceux-là qui ont livré des armes
au Burkinabé pour pouvoir destituer une transition. La justice togolaise n'a pas encore pris ceux-là qui sont dans les rues avec des machettes et que le président de la République a eu l'audace de dire sur les chaînes internationales que ce sont des jeunes de l'autodéfense de RPT UNIR. Quand la justice n'arrive pas à poser des actes concrets, la justice n'arrive pas encore à arrêter, à warder pour tout le vol qu'elle a fait au niveau des institutions de l'État, nous pouvons dire aisément qu'il n'y a pas une justice au Togo. Si la justice togolaise n'a pas encore envoyé une convocation à Fort Gnassingbé, qui a tué plus de 500 000 Togolais avant d'arriver au pouvoir, ça veut dire que nous n'avons pas une justice. On parle de la modernisation de la justice. La modernisation de notre justice consiste juste à prendre ou bien à s'opposer à ceux-là qui veulent dire que 50 ans de règne par une seule famille is enough. C'est ça la réalité au Togo. Donc, parler de la justice au Togo, c'est d'abord une perte de temps ou bien un leurre. Il n'y a pas encore de la justice au Togo. Ce sont des hitlériens, des fascistes qui sont à la tête de notre armée avec des gourmands qui sont au niveau de la justice pour pouvoir juste prendre les Togolais en otage. D'accord. Nous n'avons pas de justice. Monsieur Classio, on vous a compris. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est des choses qui nous font mal. Nous savons qu'aujourd'hui, la CEDEAO a mis en place une feuille de route. Et cette feuille de route dit qu'il faut libérer les détenus politiques. Mais pourquoi est-ce que l'opposition qui est en place, sinon la C14, ne marcherait pas, sinon la C14 ne réclamerait pas la libération de ces détenus politiques en s'appuyant sur la CEDEAO avant de pouvoir participer à n'importe quelle réunion? Parce que les gens sont en prison, ils ne vont pas être recensés, ils croupissent dans les geôles et les autres sont en liberté, mais ils sont en prison pour la même cause politique. Alors qu'on dit qu'il faut libérer les détenus politiques, ils sont encore en prison. Qu'est-ce que nous faisons? Oui, tout à fait. Serge, la C14 joue son rôle. La C14 aujourd'hui n'a pas encore les armes pour pouvoir dire que si vous ne libérez pas les détenus, les otages, nous ne pouvons pas faire quelque chose. La seule, ou bien les seuls soutiens que la C14 a aujourd'hui au Togo, c'est le peuple et la jeunesse debout, et encore la CEDEAO, qui peut dire le droit dans la crise togolaise, comme la CEDEAO en a fait dans d'autres pays. Donc, vous savez, dans une discussion diplomatique, par moment, vous arrivez à la discussion, à la rencontre, il y a d'abord un protocole qui est établi. Il faut respecter le protocole. Mais vous savez, lorsque nous avions commencé, ou bien lorsque les Togolais ont commencé, se sont lancés dans un tel dialogue, nous attendons quelques résultats. Ok? Maintenant, à l'allure où vont les choses maintenant, nous sommes arrivés à une étape où il ne faut pas laisser les otages dans les geôles. Donc, la C14 et la société civile et la diaspora sont aujourd'hui à un niveau où il faut nécessairement libérer les otages avant qu'on ne continue tout. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, vous allez voir prochainement, lorsque la CEDEAO va arriver au Togo, ou bien les émissaires de la CEDEAO vont arriver au Togo, dans un cadre de dialogue ou bien dans une rencontre, vous allez voir que la C14 et la société civile vont commencer par poser des actes concrets. On appelle des actes de protestation pour pouvoir libérer Manu Militari, les otages d'abord, avant qu'on ne continue les travaux. C'est ce qui va se passer. Il faut voir d'abord ce que les autres ont amené
dans le cadre de la discussion diplomatique d'abord, et puis ensuite, en allant sur le chemin, il y a des étapes à chaque chose. Et les étapes sont en train d'être suivies par les leaders de la C14. Nous sommes arrivés à un point critique où il faut libérer ces jeunes qui ont des familles à la maison parce qu'ils n'ont rien fait. Ce sont les Israéliens qui ont vu que ce sont des gens que nous pouvons prendre en otage pour pouvoir contre quelque chose. Non, cette fois-ci, personne ne donnera rien au gouvernement togolais contre des otages. Nous allons nous battre jusqu'à la fin pour pouvoir libérer les otages. Et c'est ce qui vient de commencer. Ils verront les séries qui vont suivre après. D'accord. Merci donc Classieux Coteglo. Nous sommes de l'autre côté à la Caroline du Nord avec le professeur en ligne au téléphone. Alors, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Sergio. Ben, c'est un grand plaisir de vous avoir parce qu'on a cherché à vous avoir. Ben, on nous a dit que vous étiez quelque part. Mais on ne peut pas dire là où vous êtes, parce que c'est le même combat que vous êtes en train de mener, professeur. Alors, professeur, nous avons parlé du recensement aujourd'hui au Togo qui a débuté le 1er octobre 2018 dernier. Et ce recensement continue toujours dans la mesure où les Togolais aujourd'hui se demandent. Nous avons la feuille de route de la CEDEAO. Nous avons aussi ce qu'on appelle la CENI qui est composée, parce que la C14 a amené ces 8 personnes. Alors, on est en train au moment où on est en train de mettre en place la CENI légale, la CENI katangaise prend son bâton de pèlerin et d'un coup débute le recensement. Alors, où on va avec ce recensement? Pourquoi on est pressé pour ce recensement? Pourquoi on est pressé pour ce recensement? Oui, mais ceux qui sont habitués avec la politique togolaise, pour ceux-là, il n'y a même pas de questions à poser. Le pourquoi a déjà trouvé sa réponse. Et la réponse se trouve dans l'intention du RPT, comme il a toujours fait depuis 1967. C'est-à-dire que ce parti, c'est pas qui est au pouvoir, ce régime qui est au pouvoir, a voulu toujours tout faire pour conserver le pouvoir, quel qu'il soit le prix. Maintenant, la crise que ces gens-là sont en train de créer de toutes pièces, dans la crise, donc une crise dans une autre crise qui est là, c'est qu'elle est créée à dessein dans le but de tout faire pour pratiquer tout le monde, y compris la CEDEAO, afin que la CEDEAO finalement se dise que nous sommes las du problème du Togo et donc nous en avons les mains et nous allons partir. Bon, c'est que ces gens-là, c'est pourquoi la fois passée, je me posais la question de savoir est-ce qu'ils le font sciemment ou bien c'est par ignorance? Si c'est par ignorance, alors ils sont disqualifiés pour diriger le Togo. Mais s'ils le font sciemment, alors c'est dangereux le jeu qu'ils sont en train de jouer. Parce qu'à la dernière rencontre du comité de suivi, c'est-à-dire le 23 septembre dernier, le représentant du facilitateur guinéen, M. Alpha Condé, son représentant, M. Camarade Pimbou, a été on ne peut plus clair par rapport, n'est-ce pas, à la suite des événements au Togo. Et il a dit qu'à partir du moment où il y a eu consensus autour de la parité, n'est-ce pas, de la CENI, de la composition de la CENI, tout doit être arrêté. Tout le processus électoral doit être arrêté. Et en vue de permettre aux experts électoraux qu'on a recrutés, qui sont déjà sur le terrain, en vue de permettre à ces experts-là, n'est-ce pas, d'évaluer l'état, de faire l'état des lieux. C'est-à-dire qu'ils vont non seulement essayer d'étudier, d'examiner
la pagaille qui a été foutue par la CENI Katangé depuis là jusqu'au 23 septembre. C'est-à-dire que à partir du 23 septembre, rien ne se fera, sauf que les experts vont examiner ce qui a été déjà fait, mais ils vont soumettre leur rapport à la CENI recomposée, c'est-à-dire, oui, c'est membres venant de l'opposition, oui, membres venant du pouvoir cinquantenaire. Et c'est à partir de ce moment-là que ces 16 membres vont évaluer les travaux déjà faits et juger de la crédibilité de ce qui a été fait afin de dicter la conduite à tenir. Alors, nous ne voyons pas tout cela. Le RPT s'enquête à foncer tout droit dans l'abîme. Comme quoi le ridicule ne tue pas les gens du régime RPT uni. Lorsque ces gens-là s'étaient agités, ils avaient battu une petite queue, comme on appelle-t-on, des renards affamés. Nous avions dit que ils n'iront nulle part, ils seront ramenés. C'est ce qui fut fait. La CEDEAO a ramené ces gens-là, mais comme ils sont tellement têtus, ils n'ont pas honte, ils ont ouvert un nouveau chantier. Moi, j'avais dit que à partir du moment où le RPT a accepté la recomposition de la CENI, ils ont déjà ouvert un chantier quelque part pour semer encore la pagaille. Donc, ce chantier, c'est la CENI qui continue de faire sourd oreille pour travailler. Mais ce que moi je vais rassurer les gens ici, le peuple togolais ici, que tout ce qu'ils sont en train de faire sera jeté à l'eau. Ça sera repris à zéro. La CEDEAO sait ce qu'elle fait. C'est elle qui a demandé l'arrêt du processus électoral afin de permettre aux nouveaux membres de la CENI de prendre cette fonction, d'être confirmés. Et pour votre information, hier, lorsque les gens s'étaient rendus à l'Assemblée nationale pour se faire confirmer, l'Assemblée nationale monocolore, quasi monocolore, dirigée par Drama Jameni, a jugé pour de reporter la confirmation, le vote sur la confirmation de ces gens-là, histoire de faire perdurer les suspens et permettre à la CENI Katangé de continuer, n'est-ce pas, par poser des actes criminels, c'est-à-dire des actes qui vont à l'encontre de la volonté exprimée dans la feuille de route. En ce moment-là, nous disons que nous sommes sereins pour m'exprimer en ivoirien. Le peuple togolais est serein, l'opposition togolaise est sereine, nous sommes tous sereins. Nous pensons que cette fois-ci, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. C'est-à-dire, l'opposition aura le dernier mot. C'est-à-dire, tout sera repris lorsque l'opposition aura la totalité de ses membres à la CENI, lorsque l'opposition aura ses membres intégrés dans les CELI, lorsque l'opposition aura ses membres intégrés dans les CNC, lorsque l'opposition aura ses membres intégrés dans tous les démembrements possibles de la commission électorale. C'est à ce moment-là que la vraie comment la CENI sera installée et le vrai recensement va commencer. Vous savez, mes chers amis, ce qui fait courir le RPT, c'est la fraude. Rien d'autre que la fraude. Ils ont commencé, j'ai sous la main ici des cartes des individus, je pense des ministères du RPT. Une même personne se fait enregistrer à un dépôt le même jour et quelques minutes après, on la retrouve de l'autre côté à Katoto pour se faire recenser. Donc là, une seule personne a reçu des cartes, même nom, même nom de famille, même fonction, même chose, mais différents points de vote. C'est-à-dire que cette personne va voter à deux endroits, parce qu'elle détient des cartes avec des endroits mentionnés. Bon, quand vous voyez des choses comme ça, tout à l'heure, nous venons d'être alertés à plusieurs Palimé
il y a plusieurs bus de 100 places au moins qui ont convoyé des gens des villages pour aller se faire recenser dans des centres où ils ne sont pas résidents. Nous attirons d'ailleurs l'attention du monde entier. J'en appelle à la vigilance de la CEDEAO, à la vigilance de la facilitation de la CEDEAO, à la vigilance du peuple togolais, pour qu'enfin nous puissions mettre la main sur ces criminels. Ces criminels qui n'ont pas foi aux yeux. Ces gens de mauvaise foi qui ont toujours volé pour se maintenir au pouvoir. Je mets en défi que ce soit dans le RPTI, en commençant par leur patron, leur champion. S'ils peuvent me prouver qu'une fois ils ont gagné les élections au Togo, ils n'ont qu'à laisser ces élections-là se passer de façon libre. Ils n'ont qu'à laisser le recensement se faire de façon crédible. Et nous allons voir s'ils vont recueillir 5% de l'électorat togolais. Ils sont fournis par le peuple togolais. Et je connais mon peuple. Mon peuple togolais que j'aime bien, c'est un peuple qui n'a pas un double langage. C'est un peuple qui n'aime pas la duplicité. C'est un peuple qui ne crache pas et venir aussi lécher son crachat. Le peuple a vomi fort Nyasingé et sa bande de voleurs pilleurs. C'est comme ça que le peuple va lui infliger une défaite aux élections. C'est pourquoi ils sont en train de courir. Leur stratégie est double. La première, c'est qu'ils veulent décourager l'opposition afin qu'elle dise que nous allons boycotter les élections. Maintenant que le RPT a su que quelle que soit la physionomie du mouton, l'opposition tient vaille que vaille à la transparence et tient à aller aux élections, maintenant le RPT s'embrouille. Il s'embrouille de telle sorte qu'il pose des actes tellement bidons, des actes criminels mais idiots, des actes sauvages pour pouvoir amener le peuple togolais à se lancer, n'est-ce pas, de la pagaille qui se fait afin de se décourager pour se rendre aux yeux. Je tiens à rappeler au peuple togolais que, quelles que soient les manœuvres dont se livre le régime cinquantenaire RPT finir, il faut être souverain, il faut demeurer déterminé et nous allons arracher la liberté. C'est pourquoi d'ailleurs, nous saluons la mobilisation d'hier du Fonds citoyen Togo debout. Nous saluons cette mobilisation parce que la libération d'un peuple se trouve dans l'action. Comme le dirait Frédéric Douglas, le leader anti-esclavagiste, le leader qui a pu s'affranchir de l'esclavage et qui a été à l'abolition de l'esclavage, a été clair. Il a dit que l'homme a toujours deux choix en face de l'oppresseur. Ce choix peut être physique ou moral, mais il doit se lancer dans l'action. Il doit se lancer dans l'action, que ce soit physique ou moral, parce que c'est seule l'action qui libère. Il y a des moments où nous allons mener notre action physiquement, il y a des moments où nous allons l'amener moralement. Mais il y a des moments où on mène cette action à la fois moralement et physiquement. Dans l'état actuel du Togo, nous avons essayé tout scénario. J'invite mon peuple togolais à s'inscrire dans l'action active, c'est-à-dire dans l'action qui nous amène à sortir dans les rues et à manifester main nue et à crier au fort sur ces bandits de la République afin que nous puissions ramener l'ordre dans notre pays, afin que nous puissions ramener la raison dans notre pays. Parce que ce qui se passe, c'est comme si l'irrationnel a gagné les dirigeants du Togo. De telle sorte qu'ils se comportent comme des gens qui n'ont ni foi ni loi. Alors, je peux m'arrêter ici, mais je peux quand même dire que je salue le courage du peuple togolais et je demande au peuple togolais de rester vigilant, car c'est dans l'action que réside la libération d'un peuple. Je vous remercie pour le moment. D'accord, professeur, restez avec nous. Je vais quand même, avant d'aller à Gabriel et revenir à Classio. Professeur, on nous signale aussi que depuis Lomé, des sources sûres, quand vous êtes enregistré, automatiquement, vous votez. C'est ce que nous avons reçu comme information, on ne l'invente pas. Et aussi, professeur, vous avez dit tout à l'heure que tout sera repris. Tout sera repris. Mais professeur, si tout est repris aujourd'hui,
qui sera à la tête de cette CENI? Qui sera le président de cette CENI? Qui va nommer le président de cette CENI? Parce que c'est là le problème. Qui va nommer le président de cette CENI? Parce qu'en Afrique, ce sont toujours nos présidents qui ont nommé les présidents de la CENI. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Les présidents de la CENI ne sont pas des gens civils, mais des gens qui appartiennent, comment je peux le dire, à la mouvance présidentielle. Alors, professeur, qui va réellement, comment le président de cette CENI, nouvelle CENI, cette CENI légale, qui va le nommer? Ouais, alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Je suis aussi professeur, c'est ça? Je suis là? Oui. Oui, on vous attend, professeur, allez-y. Okay. Donc, vous me parlez du président de la CENI. Oui, en effet, et qui va nommer la CENI, ce qu'il y a, c'est de façon, c'est simple. Nous avions fait des propositions, je pense qu'il y a de cela 3 ou 4 mois. Nous avions dit que nous ne voulons pas des élections truquées en faveur d'un cas ou d'un autre. Nous aimons la justice, nous aimons la vérité, nous aimons l'équité. Et pour pratiquer ce que nous prêchons, nous avons dit que la personnalité qui devait diriger la Commission nationale électorale devait être une personnalité neutre. C'est-à-dire que nous voudrions que la CEDEAO nous amène une personnalité neutre qui viendra diriger la CENI au Togo. Professeur, je voulais quand même vous arrêter parce que suivant la feuille de route de la CEDEAO, la feuille de route de la CEDEAO ne nous dit pas qui va nommer le président de la CENI. C'est là le problème. Parce que si vous voulez attendre la CEDEAO, c'est maintenant. Parce que dans cette feuille de route, on ne nous dit pas qui sera à la tête de la CENI. Et ces mêmes histoires qui sont en train de se préparer, on va encore les avoir. Quoique la C14 soit dans cette CENI, on amène d'autres personnes de l'autre côté, mais qui sera le président de cette CENI? C'est là le problème. Oui, mais c'est pourquoi il faut nous écouter quand nous parlons. Allez-y. Ce que nous disons ici, je pense que les gens de la CEDEAO nous suivent. Les Togolais nous suivent. Ces propositions, je pense qu'elles sont déjà allées loin. Je sais que la C14 pose déjà ce problème d'un président neutre de la CENI. Je pense, j'ai cru entendre quelque part que même la CEDEAO est en train d'y réfléchir. Alors, ce n'est pas de l'amusement que nous faisons, nous sommes sérieux, nous sommes sincères. Nous disons que nous ne réclamons pas la CENI, la présidente de la CENI pour l'opposition, pour l'équité, parce que nous avons aussi le souci que les autres d'IRPT puissent nous dire que peut-être vous voulez faire ceci. Non. C'est pourquoi nous avons dit, nous comptons sur notre popularité. Nous avons lancé un défi à Fort-Gnassingbé. Nous lui avons dit, s'il sait qu'il est populaire, il peut gagner les élections. S'il peut dépasser 10% après les élections, il n'a qu'à laisser quelqu'un venir diriger la CENI. C'est un défi que je lui relance aujourd'hui. Moi, professeur Moussa Issifou, depuis la Caroline du Nord, je lance un nouveau défi à Fort-Gnassingbé. S'il sait qu'il peut avoir 10% de l'électorat togolais, il n'a qu'à laisser une personnalité neutre venir diriger la CENI et nous allons voir combien il va récolter. Ça, c'est un défi. Et s'il sait qu'il a déjà gagné l'élection au Togo, il n'a qu'à accepter ce défi-là. Et là, je vais commencer par le respecter. S'il gagne ce défi-là, c'est fini. Tout le peuple togolais va se ranger derrière lui. Donc, encore, il faut passer le message à M. Fort-Gnassingbé. Mon défi, c'est qu'il accepte qu'une personnalité neutre vienne diriger la CENI et je fixe son électorat à moins de 10%. Si les élections sont propres, si Fort gagne plus de 10%, je vais changer de nom. Ça, et lui, je vais commencer par le respecter et je vais appeler tous les Togolais à se mettre derrière lui. Ça, c'est mon défi de ce soir. Alors, comme je le disais tantôt, je disais que dans les conditions actuelles, en Guinée, nous avons vu la même chose. Lorsqu'Alpha Condé et Sédou Dalein Diallo se battaient autour de la non-transparence des élections, qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Elle a tout simplement dépêché un général, n'est-ce pas, je pense à un général de l'armée malienne, pour venir, n'est-ce pas, faire quoi? Faire office, n'est-ce pas, du président de la CENI. Et c'est ce qui a sauvé le Mali.
Maintenant, je ne sais pas pourquoi au Togo nous ne pouvons pas essayer cela. Nous avons quelque chose qui est très juste. 8-8 de part et d'autre. Mais il faut quand même un 17e membre qui sera normalement, on ne dit pas que normalement cette 17e personne devait être le président de la CENI. Normalement, la CENI ont choisi. C'est les membres de la CENI qui devaient élire. Mais compte tenu de la situation de crise, nous disons que nous ne voulons pas ça. Nous voulons que quelqu'un vienne nous départager. Ça aussi, c'est un problème, ça. Il faut créer une crise autour de ça aussi. Ce n'est pas sérieux. Donc, ce qui nous prouve par A plus B que le RPT n'a jamais gagné aucune élection au Togo. D'ailleurs, le commandant Boko Aklisson l'a confirmé la fois passée. Lors de ses interviews, il a dit que l'électorat du RPT n'a jamais dépassé 10% au Togo. Il n'a jamais dépassé 10% au Togo. Et donc, pourquoi à chaque fois, ils arrivent à aller au-delà de 60 et quelques %? Allez-y savoir. Cette fois-ci, ces gens-là, ils savent que tout est fini. Malgré ce que les flagorneurs, comme les Bawara, les Yark et que sais-je encore, sont en train de dire, ces gens-là sont finis. D'ailleurs, les Yark ne pèsent même pas au niveau du RPT. C'est pourquoi ils viennent répéter. Les gens qui décident pour les RPT, c'est les Boukessi Bayadoua, c'est les Kogoa Akrima. Les anciens que nous croyons retraités là, c'est eux qui tirent les ficelles. Et ils ne communiquent même pas avec Fort Yassine. Ils communiquent directement avec les généraux de l'armée. C'est ce qu'ils font. Donc toutes les bêtises qui sont en train d'être déposées sur la place publique là, ça vient de ces gens-là. Ça vient de ces gens retraités, mais qui sont tous des pillards. C'est un noyau de 6 personnes qui dirigent le Togo maintenant. Fort même certaines fois, il ne sait même pas, il ne se retrouve pas par rapport aux décisions qui sont prises. Alors nous disons au peuple togolais de s'apprêter à livrer, n'est-ce pas, une résistance acharnée contre ces bandes de soulards-là. Permettez-moi le terme. Parce qu'ils sont trop mauvais. Ils sont en train de détruire notre patrimoine commun. Et nous avons raison de nous mettre en colère. On se met en colère parce que nous aimons notre pays. Et nous ne voulons pas que notre pays soit à la risée du monde entier. Il est déjà, nous nous battons pour le laver, pour essayer de le blanchir. C'est pourquoi, quand on parle du Togo, nous sommes énervés. Alors nous lançons un appel pressant à ces présenteurs-là qui pensent que le Togo, c'est leur propriété privée, que ce n'est pas le cas. C'est un patrimoine commun et nous voulons un meilleur vivre ensemble. Nous n'allons jamais les exclure du Togo. Parce que, comme je l'ai toujours dit, le Togo, c'est notre maman commune. Une mère n'a jamais rejeté ses enfants. Elle les embrasse. Et pour ça, nous allons leur pardonner toutes les bêtises qu'ils ont commises. Mais, s'ils vont au-delà du permis, ça, c'est leur problème. Pour le moment, je m'arrête là. Merci donc, monsieur le professeur Issoufou Moussa, depuis la Caroline du Nord. Comme vous l'avez dit, une mère n'a jamais rejeté son enfant. Mais ici, notre Père, qui est le Père de la nation, nous a rejetés dans la mesure où on ne sait plus à quel sein se vouer, il ne sait plus si nous vivons et si nous mangeons, et les problèmes continuent. Alors, je voulais signaler que notre ami Eric Dupuis nous a mené un message qui dit que la C14 nous convie à une conférence de presse sur le découpage électoral le lundi 8 octobre 2018 à 9 h à l'hôtel Eda Oba. Merci donc à Eric Dupuis. Et cette conférence va se porter normalement sur le fichier biométrique pour que on puisse avoir la vérité dans les urnes. Alors, avant d'arriver à Kotoglo, est-ce que Gabriel est avec nous? Gabriel n'est pas avec nous. Alors, Gabriel, monsieur Kotoglo, vous avez entendu le professeur. Vous savez aujourd'hui que la situation, je dirais, elle est critique, elle est grave. Au moment où la CEDEAO met en place la feuille de route, elle vient supporter cette feuille de route, comme je l'ai dit, voilà le recensement qui est mis en place. Voilà ce que d'autres journaux titrent. Agents mal formés, enrôlement à compte-gouttes, d'immenses ratés techniques des citoyens refoulés et des éléments
MUC de recensement électoral. C'est ce qui a titré un journal. Et de l'autre côté, il y a un journal qui écrit que le recensement électoral des anomalies, des fraudes imperceptibles, des éléments bâclés. Mais M. Katanga rassure, je dis bien, rassure que la disposition en ce qui concerne les dispositions prises pour la réussite de ce processus sera mise en place. Alors, Classio, voilà un peu ce que nous ressentons parce que c'est un problème. Nous attendons la CEDEAO pour venir prendre ses responsabilités, mais Classio, vous avez attendu Gabriel, vous avez attendu le professeur, et on nous a appris aussi quand vous ressentez, vous votez automatiquement. Alors Classio, une fraude est en train d'être préparée avant même qu'on nous dise on a fini le recensement. Oui, Serge, bon, mon cher ami Moussa vient de dire beaucoup de choses. Vous savez, le RPT Uni n'a jamais un électorat supérieur ou égal à 10%. François Bokor l'a bien précisé. Et quand nous parlons de François Bokor, ce n'est pas un vulgaire comme Yak, c'est quelqu'un responsable, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'on appelle les rouages administratifs, c'est quelqu'un qui connaît la loi, c'est quelqu'un qui connaît le droit. Vous voyez, on ne peut pas prendre un licencié farfelu comme Yak pour pouvoir devenir un ministre togolais. Ouais, c'est ça même qui fausse les choses au Togo. On n'a pas de procédure institutionnelle au Togo. Les gens se lèvent. Il suffit seulement d'écouter les propos de Yak, l'Israélien togolais, la fois dernière sur la radio Victoire FM. Comment un administrateur peut parler ainsi? Je crois que essayez de vous arranger. On reviendra tout à l'heure à vous, Classio, mais on va passer rapidement à Gabriel Adona depuis Lomé. Alors Gabriel, est-ce que vous avez encore des inquiétudes de l'autre côté là-bas? Oui, merci Serge. Et il faudrait quand même le signaler, pour tout suivre les informations. Il est vrai que ce qu'a signalé le professeur et M. Classio tout de suite, le RPT Uni n'a jamais eu 10% aux élections. Et ça se fait sentir tout de suite. On vient de nous envoyer des infos à travers Atop Togo et autres là, que voilà, le RPT Uni a mis les gens dans un bus de Lomé pour aller s'enrouler au centre de l'enrôlement de la série de Agou, dans la préfecture d'Agou, région des Plateaux. Donc, ça aussi, c'est un de deux. Nous avons eu quand même les doublons qui commencent déjà à faire. Déjà, le complot de vol se prépare déjà. Donc, il y a une personne qui a 2 cartes d'électeur. Donc, lui seul, il s'est parti s'enrouler à Agou et il est parti s'enrouler également. Il est enroulé également à Lomé. Donc, on lui dit que voilà, ils sont nombreux. Donc, on leur dit que voilà, le jour du vote, là, il va falloir qu'ils aillent voter à Agou également et reviennent également à Lomé, voter également. Donc, vous voyez déjà, quels sont les coûts, les montages qui se préparent déjà dans les coulisses. Donc, on ne sait pas depuis quand on pourrait quand même faire déplacer la population à aller s'enrouler dans une autre préfecture, tandis qu'ils sont de la préfecture, d'une autre préfecture. C'est ça un peu la salade, l'organisation du vol dont on parle. Vous voyez, maintenant, ça se fait sentir. Alors, si aujourd'hui, la CEDEAO, qui est l'arbitre général, l'arbitre central du jeu, se tait sur ces genres de problèmes, je suis sûr qu'ils ne sont pas sans savoir de ce qui se passe exactement au Togo pour ce qui concerne les enregistrements, l'enrôlement de la population togolaise. Alors, malgré que la foule qui devait s'enrôler n'est pas aussi si dense, mais comme ils ont vu ça automatiquement, ils ont commencé à comploter des choses. Vous voyez? Donc, l'info vient de me parvenir tout de suite là. Alors, telle est l'info qui est arrivée tout de suite. Alors, pour ce qui concerne la motivation des Togolais, il y a aussi du trac qui se prépare.
ceux qui refusent de ne pas s'enrôler, ceux qui ont écouté les leaders de l'opposition, les leaders de la C14, de rester chez eux, de ne pas aller s'enrôler, on est en train de les irriter, on est en train de mettre la peur dans leur cœur, tout en disant qu'on va essayer de faire remplacer la carte d'identité nationale par la carte d'électeur qu'on est en train de faire. Donc c'est un peu ce qui se passe, puisque ça a été passé dans le temps de Yadema. Et finalement, on a considéré plus la carte d'électeur que la carte d'identité qui devrait servir au peuple togolais. Donc, juste dans le temps électoral là, et ça a été le cas. Donc, on est en train de ramener le même système aux Togolais. Et maintenant, la majorité des Togolais ont vraiment peur que, voilà, s'ils ne sont pas enrôlés, donc le jour au lendemain, on va réclamer cette carte électorale. Et finalement, dès qu'ils n'en auront pas, ils seront tabassés et ils seront condamnés, comme ça a été dans le temps du feu Yadema. Donc, vous voyez toutes ces choses-là. Je voudrais qu'on en débatte. Merci. Merci donc Gabriel, je crois qu'on a réellement un envoyé spécial depuis Lomé qui nous rafraîchit de la mémoire, qui nous donne beaucoup d'informations. Merci à Gabriel. Alors, Monsieur Kodogro, on va passer à Monsieur Kodogro qui était en train d'élaborer en même temps son opinion. Alors Kodogro, d'accord, Kodogro va nous revenir tout à l'heure. Monsieur Kodogro? Oui, je suis là. D'accord. Alors, vous avez tout à l'heure entendu Gabriel, vous avez entendu aussi le professeur. Vous étiez en train de faire un développement et on vous a interrompu. Est-ce que vous voulez continuer? Je disais tout simplement que le RPT Unir n'a pas un électorat supérieur à 10% au Togo. C'est déjà démontré par A plus B, ils le savent. Vous savez, Faure Gnassingbé croit toujours qu'il a une population qui le suit. Vous savez comment ça se fait? Les gens qui entourent Faure Gnassingbé dépêchent des gens, vont aller prendre des gens pour pouvoir montrer au président que c'est comme ça, cette foule est derrière vous. Faure Gnassingbé est sur une tour. Il ne sait pas effectivement, il ne dirige pas le Togo. Faure, c'est un fantaisiste ramené à la tête du Togo, qui nous a trompés au départ. Nous avions cru que c'est quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle la procédure, en ayant peut-être un MBA américain. C'est ça. Donc, ce qui se passe au Togo, c'est purement de la cacophonie, le cafouillage total. C'est des anomalies qui meublent l'organisation des élections au Togo. Cette année, c'est ce que le peuple togolais commence par dire haut et fort avec l'arrivée de la new technology dans notre processus de lutte. Maintenant, le monde entier commence par écouter ce qui se passait au Togo sous les bancs. Donc, le monde entier veut voir effectivement si ce que le peuple est en train de dire est vrai ou faux. Maintenant, le gouvernement, toujours dans sa stratégie d'intimidation et de blocage, ne veut pas recevoir ce que nous appelons la lumière. Quand vous dites, quand le Premier ministre Krassou dit qu'on peut définir le peuple de telle façon ou de telle façon, laissons la transparence définir le peuple. C'est tout ce que le peuple togolais debout est en train de réclamer. Et c'est ce que nous sommes allés dire au président africain, que le peuple togolais ne veut rien. Le peuple togolais veut juste qu'il y ait des réformes institutionnelles, constitutionnelles, électorales et la décentralisation promises par le chef de l'État. Je dis, les réformes sont promises par la bouche du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé lui-même. Comment peut-on avoir confiance à un président qui promet quelque chose et puis ensuite, quelques mois plus tard, renonce à la même chose? Vous voyez? Ce qui fait que le peuple togolais est en train de dire qu'il n'y a pas de confiance à nos dirigeants d'État. Et la crise a commencé. Aujourd'hui, le peuple togolais est en train de demander juste qu'il y ait des yeux d'expertise pour que nous puissions définir le peuple togolais, pour que nous puissions dire que la majorité est derrière les bleus
ou bien la majorité est derrière l'opposition togolaise. Et c'est ce qui se passe. Et je ne vois pas pourquoi un conscient, un intelligent, un éduqué, un intellectuel ne peut pas comprendre aisément cette façon de faire les choses. Cela veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui cache quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de voir. Tout le monde entier est en train de voir. Si fort c'est bien, comme vient de le dire mon ami professeur, que j'ai une population derrière moi. Moi, je serai à sa place aujourd'hui. Comme je leur avais dit, vous avez une population derrière. Alors, cherchons quelqu'un de neutre. Cherchons quelqu'un d'impartial. Cherchons quelqu'un ou bien une CENI technique qui peut faire le travail et vous allez appeler votre population à venir voter pour vous. Et puis ensuite, moi j'ai demandé même à ce que je puisse devenir le président de la CENI. J'ai demandé et moi je l'ai dit clair. Quand Fort gagne, moi je vais dire clairement, et les gens savent bien que je peux dire clairement que Fort gagne. Mais ils ne me croient pas. Ils m'ont dit que toi, Classio, qui nous critique comme ça, comment tu peux devenir président de la CENI? Tu vas foudre, tu vas mettre le désordre dans le pays et puis ensuite prendre l'avion et puis ensuite partir aux États-Unis. C'est ce qu'ils m'ont répondu comme question. Réponse. Ils m'ont donné comme réponse. Alors, cela veut dire tout simplement que le RPT Unir veut encore organiser une élection mascarade. Et cette fois-ci, le peuple togolais, la jeunesse, la diaspora, nous sommes tous debout pour qu'ils puissent voir la raison dans l'organisation. Vous savez, comme je l'ai dit la fois dernière, l'organisation d'une élection dans un pays n'est pas un programme politique gouvernemental ou d'un pouvoir, d'un parti au pouvoir. C'est un programme du peuple. Et quand on parle du programme du peuple, il faut quand même des gens techniques pour départager que quelqu'un a gagné. Et c'est ce que nous sommes en train de réclamer au niveau des institutions internationales. Que nous ne voulons plus ces institutions qui viennent au Togo et valider ce qu'on appelle la fraude. Ne serait-ce que savoir les élections présidentielles de 2015. Moi, je serai à la place de Fort, comme Gilbert Bawara l'avait dit, en 2005, a dit à Fort que moi, je serai à ta place. Bon, je ne viendrai pas au pouvoir de la même manière. Je le dis aujourd'hui encore à Fort, que moi, je serai à lui, je serai comme Fort, je n'accepterai jamais diriger le Togo après 2015. Parce que ce que nous avions vu en direct sur la TVT, nous n'avons pas un président de la République. Et c'est ce que nous voulons éviter cette fois-ci. Et je ne comprends pas pourquoi Fort Gnassingbé, qui se dit, bon, un cynique, qui se dit par moment qu'il est impartial et tout ça là, ne peut pas donner rapidement l'ordre pour dire que, mais vous venez me dire que nous avons une population derrière nous. Alors pourquoi vous bloquez encore la CENI? Alors faisons les choses d'une manière impartiale pour que notre population puisse voter pour nous. C'est ça que nous sommes en train de demander aujourd'hui. Ils veulent organiser une élection frauduleuse, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, le peuple est debout et nous verrons ce qui va se passer. Merci Classio. De cafouillage en cafouillage, avec d'amateurisme en amateurisme, la CENI anémiée étale ses lacunes aux yeux du monde. C'est ce que affiche le journal La Machette. Alors on ne fait pas vraiment du cadeau au régime en place. Alors professeur, je sais réellement qu'il y a problème. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler du recensement, depuis que le recensement a débuté, est-ce que vous avez les échos? Est-ce que nous avons les échos de la CEDEAO qui va quand même revenir au Togo pour mettre les pendules à l'heure? Monsieur le professeur, parce que c'est un problème, c'est un peu grave avec tout ce qui se passe. Avec tout ce que vous avez dit, est-ce que la CEDEAO, qui est l'arbitre général, est en route
pour réellement faire ce que de droit. Et encore une fois de plus, depuis M. Boari a pris la tête de cette CEDEAO, on n'a pas encore vu Boari. Monsieur le professeur. Merci. Avant de répondre à la question que vous venez de poser, je voulais tout simplement rectifier. Le journal La Machette a parlé des lacunes, mais moi je pense que c'est plutôt des lagunes. C'est tellement profond que c'est devenu des lagunes. Il ne faut plus parler de lacunes chez ces gens-là, mais il faut parler de lagunes. Alors, je vais répondre à votre question. Vous dites, est-ce que la CEDEAO viendra siffler la fin de la récréation? Je dis, vous savez, le président actuel de la CEDEAO, je suis obligé d'aller en anthropologie pour parler un peu de l'origine du président Boari. Vous savez que le président Boari, c'est un Hausa. Est-ce que vous le savez? Il est Hausa du Nigeria. Dans la tradition Hausa, lorsque un Hausa passe et deux personnes sont en train de se quereller, se battre, lorsque les Hausa essaient de les séparer, celui-là qui refuse d'obtempérer, les Hausa se déshabillent, il le combat. C'est comme ça. Et je suis sûr que le jour où le président Boari va parler de la crise togolaise, ça ne sera pas du goût de Faure Gnassingbé. Ça, soyez-en sûrs. Ça, il faut écrire, il faut déposer. En panafricaniste, nous connaissons nos traditions. Les Hausa, quand les Hausa vous disent, s'il vous plaît, arrêtez, écoutez la raison, toi, même si tu as raison, et si tu refuses, tu continues par te battre, il ne va même pas demander qui a commencé quoi, qui a tort, qui a raison. Quand il se déshabille, il va commencer par te rouer de coups. Parce que toi, tu ne peux pas être parmi les humains. Tu ne peux pas vivre en société. Donc, le comportement du RPT aujourd'hui, excusez-moi l'analogie, c'est un comportement là qu'ils sont en train d'afficher. Nous avons deux partis en conflit. Lorsque la feuille de route est venue dire c'est ce qu'il faut faire pour nous départager, pourquoi le RPT s'entête? Alors, attendez-vous à ce que la CEDEAO puisse venir, n'est-ce pas, de façon claire. Les gens, les Togolais, les Yark pensent que la CEDEAO a peur du Togo. C'est parce qu'ils sont incultes qu'ils pensent que la CEDEAO a peur du Togo. Si Faure a pu signer des sanctions contre la Guinée, je vais vous dire ce qui s'est passé lorsque l'avion du Ghana est arrivé à l'aéroport. C'est ce que les gens ne savent pas. Lorsque le ministre de la Sécurité ghanéenne a appelé, c'est Yark qui l'a appelé. Il a appelé pour lui dire c'est comme ça que nous voulons envoyer un avion militaire médicalisé pour aller venir chercher Abia. Yark a donné son OK automatiquement. Mais c'est quand l'avion était déjà arrivé que les gens que j'ai cités là, les Wala, les Boukbessi, les Akogo, Akrima, que sais-je encore, c'est là qui ont pris notre décision. Ils ont dit à Yark, mais toi là, qu'est-ce que tu fais? Donc tout ce que Yark allait dire là, il n'a pas dit degré. J'ai pitié de ce gars-là. Je sais qu'il n'a pas ce cœur-là, mais il se peut manipuler. Malheureusement, bon, c'est lui qu'on voit, donc on ne peut que l'accuser. Mais ceux qui tirent les ficelles sont derrière. Ils sont dans l'ombre. Faure ne peut même pas contrôler ces gens-là. Ils sont des éléments incontrôlables. Les gens attaquent les barquets, tout ça là. Les barquets sont là. Le barquet n'a pas de voix à Lomé 2. Les décisions ne se prennent même plus à Lomé 2. Il faut que les Togolais le sachent. Ces décisions se prennent par ces gens que j'ai cités là. Tous des pillards et tous, c'est eux qui font la loi. Faure même n'est pas au courant de certaines choses que ces gens-là sont en train de Yark endosse seulement les responsables dont il n'est pas responsable. Et j'ai pitié de lui, franchement. Je suis sincère dans ce que je dis. Il avait donné son accord, mais on lui a dit non. Textuellement, comme le cas des miliciens. Quand les miliciens étaient sortis, quand on l'avait appelé, il ne savait rien. Mais quand il était revenu, on lui a dit, si tu ne vas pas dire ce que nous voulons, tu vas voir. Il est venu dire que c'est des trucs d'autodéfense. Alors que lui-même, il était fâché parce qu'on lui a dit qu'il y a des miliciens. Il ne savait rien, le pauvre. Mais chez nous, on dit, quand tu ne manges pas une viande, tu ne la coupes pas avec tes dents. Mais comme Yark a accepté de couper la viande qui ne mange pas avec ses dents, c'est qu'il a mangé la viande.
Je vous remercie. Merci, professeur. Si nous avons Gabriel depuis Lomé, je crois qu'on va envoyer encore un message de Gabriel. Gabriel, est-ce que vous nous suivez? Gabriel? Gabriel? Je crois que nous avons perdu Gabriel. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous sommes au grand débat et le thème de ce grand débat, c'est la CENI Katangaz, malgré la feuille de route de la CEDEAO, continue d'avancer à grands pas avec le recensement qui a débuté le 1er octobre 2018. Au vu de tout ceci, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que la population togolaise, sinon la C14 aussi, ensemble, quelle lutte mènent ces deux personnes pour que le Togo aujourd'hui, qui est dans une situation, je dirais, critique, revienne avec cette CEDEAO, avec la feuille de route de la CEDEAO. Alors, on me signale que nous avons quelqu'un en ligne. Alors, bonjour, monsieur. Bonsoir, Serge. Oui. C'est monsieur Komla. Monsieur Komla. Maryland. D'accord, monsieur Komla, au moment où nous sommes en train de finir l'émission, mais on va faire encore une autre rallonge parce que c'est la même lutte qui continue. Alors, monsieur Komla, aujourd'hui, nous parlons du recensement qui a débuté le 1er octobre 2018 dernier. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dit que nous avons une feuille de route de la CEDEAO et qu'il fallait respecter cette feuille de route et qu'il y a les 8 personnes de cette CENI que l'opposition a donné, mais aujourd'hui, la CENI qui est légale, elle ne fait pas le travail, mais c'est de l'autre côté, la CENI katangaise qui débute le recensement. On fait rapidement le recensement. Où va-t-on avec ce genre de recensement? Est-ce que les Togolais attendent aujourd'hui une autre crise qui va s'installer demain, monsieur Komla? Oui, merci Serge. Premièrement, je profite de l'occasion pour saluer monsieur Koutoglo et puis le professeur Boussa. Je pense qu'ils ont dit la plupart des choses. Vous savez, c'était François Bocco qui le disait que le RPT a moins de 10% d'électorat. Donc je pense qu'ils sont en train de faire, c'est... Ils sont en train, d'une manière très très malheureuse, d'enregistrer leur peut-être 7 ou 8% de l'électorat, plus les petits, plus les gens qui ont payé ici et là. Et alors ils vont faire une mascarade d'élection comme ils ont toujours l'habitude de faire. Et comme ça, ils vont plonger le pays dans une crise continuelle. C'est très très malheureux. Moi, j'ai suivi ce qui s'est passé à Lomé cette semaine. Premièrement, les gens n'ont pas répondu à leur appel. Et une fois encore, je félicite la population togolaise. Je félicite la jeunesse togolaise qui n'a pas répondu à l'appel de cette CENI. Bon, maintenant... la suite, on verra parce que la CEDEAO est en train d'observer. La CEDEAO est impliquée dans cette lutte complètement, donc dans cette crise plutôt complètement. Et on va essayer de voir si ce que la CEDEAO va dire la semaine prochaine, quoi. Bon, je pense que nos amis du RPT, malheureusement pour notre pays, et ces gens-là n'ont pas l'idée, n'ont pas une idée ou une vision pour le peuple. Donc ils sont lancés dans une course au pouvoir avec leur maigre électorat. C'est malheureux. C'est malheureux. Je voulais renchérir en ce que le professeur Moussa était en train de dire. Si le RPT vraiment a un électorat, est un parti qui a un programme, ils n'ont qu'à laisser et aller aux élections libres et transparentes. Et ils vont voir les résultats. Pourquoi se précipiter?
Pourquoi se précipiter? C'est malheureux pour notre pays. Ça, je vous dis, c'est malheureux. Merci, Serge. Monsieur Komla, merci. Restez avec nous encore. Nous sommes... Je voulais intervenir aussi sur l'histoire de Yak. Allez-y, allez-y, parce que ce que je voulais vous rappeler, dès que vous êtes enregistré, vous votez en même temps. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, on ne sait pas. Demain, la question que je voulais aussi vous voter et vous poser, c'est que la nouvelle CENI qui va arriver, si jamais le chef de l'État, sinon le parti, le régime en place, mettait un Katanga, est-ce que ça ne serait pas maintenant remplir une formalité pour dire que tout est déjà fait? Bon, je pense que c'est ce qu'il veut faire. Bon, mais nos amis de la C14 qui vont entrer à la CENI, ils sont déjà au courant de ce qui s'est passé, de toutes les anomalies possibles qu'il y a eu dans ces enregistrements. Donc, c'est à eux maintenant d'essayer de mettre le veto et dire, ben écoutez, ce qui s'est passé avant, c'est un travail bâclé. Et on ne peut jamais aller aux élections dans des conditions comme ça. Alors, soyons un peu sérieux et essayons de refaire la chose. Parce que depuis l'élection de 2015, on est en train de parler de la liste électorale. Et ils n'ont pas pris le temps de faire quelque chose de sérieux. Ce qu'ils ont fait n'est pas sérieux. Et je ne pense pas même que 6% de l'électorat s'est inscrit, surtout pour la première partie qui a commencé cette semaine. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est à annuler. Ça n'a pas d'importance. C'est de l'amusement. Parce que si vous vous souvenez, on avait parlé des cartes biométriques ou bien de recensement biométrique. Oui, un fichier électoral biométrique. Bon, est-ce que ce qu'ils ont fait là, c'était un travail biométrique qu'ils ont fait? Parce que moi, j'ai vu certains clips de la TVT même. Donc, je ne suis pas un professionnel en élection, mais je n'ai rien vu de biométrique. D'accord. Vous voulez aussi intervenir peut-être sur la question d'Abia tout à l'heure? Oui. Et je voulais remercier mon ami Clash Okutogo parce que j'ai vu qu'il avait posté quelque chose sur les réseaux sociaux. Dans son post, il avait mis un point très important. Il disait qu'un avion militaire ne peut jamais atterrir sans l'accord du pays dans lequel il est en train d'atterrir. Il avait dit ça il avait posté quelque chose sur les réseaux sociaux que j'ai vu. C'était très intéressant. Parce que je pense que les gens prennent les Togolais pour des abrutis, mais je ne sais pas. Quand un avion atterrit dans un pays, c'est que déjà il y a eu une autorisation. C'est que déjà il y a eu une autorisation. Absolument. Donc, ce que les gens sont en train de dire que l'avion ghanéen n'avait pas eu d'autorisation, je pense que c'est faux, c'est archi faux. Et le Ghana n'est pas une république bananière où on prend un avion militaire et on s'en va comme ça. Il faut savoir que le haut commandement de l'armée ghanéenne sera informé. Le président à la tête de l'armée ghanéenne sera informé, c'est le président ghanéen. Et l'état-major ghanéen sera informé. Donc, je pense que ce qui s'est passé, moi je ne sais pas, mais je peux vous dire que je suis sûr que l'avion avait eu l'autorisation d'atterrir au Togo. Merci donc, merci Monsieur Komla. Je crois que on va essayer de clore cette émission, mais avant ça, je voulais quand même passer la parole au professeur avant d'arriver à Monsieur Kotoglo. Professeur, votre mot de fin. Oui, c'est juste pour remercier tous les panélistes de ce soir. Et je remercie aussi et salue à M. Komla depuis la Maryland et qui vient de nous rejoindre pour partager, n'est-ce pas, son appréciation par rapport au débat de ce soir. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à tout le peuple togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peuple togolais, je sais que tu as déjà prouvé ta détermination à mettre fin à 53 ans de règne sans partage. À travers ton respect scrupuleux de l'appel au boycott que la C14 a lancé, relayé par nous-mêmes ici, je pense que le travail est déjà fait. Pour l'instant, les zones qui ne sont pas encore couvertes par le recensement, je vous demande, ce que je vais dire, c'est notre mot d'ordre maintenant,
Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Il faut vous mettre dans la posture de dénonciation. Prenez des photos, envoyez-nous les photos des cartes frauduleuses. Si vous voyez quelque chose, s'il vous plaît, dites quelque chose. Ne vous taisez plus, peuple togolais. C'est comme ça que nous allons amener ces gens-là à ne plus commettre des bêtises. Prenez vos caméras, vos téléphones, surveillez les lieux de recensement et essayez de prendre des photos pour nous les envoyer afin que nous puissions les propager à travers le monde entier. Pour finir, je sais que, je l'ai déjà dit, aucun peuple ne se libérera en restant à la maison les bras croisés. Nous avons l'obligation de faire un choix. Nous pouvons choisir de lutter moralement en refusant de faire des basses besognes, ou bien de lutter physiquement en nous mettant dans les rues pour protester contre ce régime avili par 53 ans de règne sans partage. Je vous remercie. Merci, professeur Cotteglo. Votre mot de fin. Oui, Serge, je pense bien que nous avons beaucoup de choses à dire ce soir, mais on va faire comme vous le dites, parce que vous êtes le conducteur, le conducteur officiel du bateau ce soir. Vous savez, les Togolais, les gouvernants togolais sont dans une dynamique de pagaille, une cacophonie totale. Les dirigeants, quand on parle de dirigeants, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Même ce qu'ils sont en train de faire voir aux Togolais à la télévision togolaise comme recensement, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas dire que cette image que vous êtes en train de montrer aux Togolais constitue un poids pour vous. Ce qui veut dire que les gens qui sont au pouvoir ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi, Faure Gnassingbé, je vais vous le dire clairement, lors de son dernier passage au Nigeria, a essayé, est dans un processus de vouloir faire descendre Buhari en finançant l'opposition nigériane pour que l'opposition puisse gagner les élections rapidement au Nigeria, pour que Buhari ne puisse plus pas agir, comme vient de le dire mon ami Inoussa. C'est un Aoussa qui a une éthique donnée. Donc, vous savez, nous avons tout. Faure a financé l'opposition nigérienne contre Buhari. C'est ce qu'il est en train, il a trouvé encore comme stratégie pour pouvoir faire capoter tout ce qui se fait au Togo par la CEDEAO. Mais il a encore échoué parce que même si Buhari quitte, le peuple togolais est debout et les gens qui sont au niveau de la CEDEAO sont des intelligents. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Bon, nous n'allons pas rentrer encore dans le débat. Je tiens à remercier tous les panélistes ce soir, Moussa, Gabriel, et puis ensuite notre cher ami qui vient de passer tout à l'heure. À vous tous et à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices, nous vous disons bonsoir et que nous demandons au peuple togolais, à la jeunesse togolaise, de rester toujours debout derrière ceux qui sont en train de réclamer les grandes aspirations du peuple. Cette fois-ci, le RPT UNIR doit quitter le pouvoir. L'alternance doit être objective et vraiment une réalité au Togo. C'est ce que nous demandons et nous savons que la lutte est dure, mais c'est aussi une stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. C'est la stratégie de la résistance. Mais le peuple qui est debout sera beaucoup plus résistant que ceux qui ont dirigé pendant 52 ans. C'est ça qui va se passer au Togo cette fois-ci. Je vous remercie. Merci, monsieur Classio. Je crois que nous allons continuer ce grand débat la semaine prochaine. Je vais voir si monsieur Komlan encore en ligne. Monsieur Komlan, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de clore cette émission? Votre mot de fin. Oui, Serge, avant de clôturer l'émission, je lance un appel à nos amis du RPT UNIR. Ils n'ont qu'à regarder ce qui se passe. Est-ce que notre pays mérite quelque chose de ce genre? Moi, je pense toujours que le Togo mérite plus que ça. Et je sais qu'au niveau du RPT UNIR, il y a des gens qui, en réalité, savent que ce qui se passe n'est pas bien. Ce qui se passe n'est pas ce qui doit se passer. Donc, je les exhorte ce soir à
à se regarder, à regarder ce pays et à essayer d'être francs et sincères avec eux-mêmes. Merci, Serge. Merci, monsieur Komlan. Merci à Gabriel Adonat depuis Lomé pour sa contribution. Merci au professeur Issoufou Moussa. Sans toutefois oublier Classieux Cotoglo depuis la Caroline du Nord. Je vous remercie tous pour ce grand débat. Et sans toutefois oublier Malik à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve tout simplement la semaine prochaine. Quelle que soit la beauté du cadavre, il faut bien sûr l'enterrer. Mesdames et messieurs, Serge Gnawa, je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre édition de Un Grand Débat. Au revoir. Years of dictatorship. That's what we're fighting here. In the west coast of Africa, that small country called Togo. 51 years with one family. Enough is enough. Our fight is noble. Our cause is legit. We're going to do this until victory. What we are doing here is just like sowing and reaping. And I know that when you sow well, you're going to reap well. The fight is well. We are sowing the fight right now. We know we are going to reap liberty. Liberty for Togo. The dictatorship has fallen in Africa. The dictatorship has fallen in Togo. That dictatorship has fallen in the heart of every Togolese. The fight is right and the victory is here. Comme dira mon frère de New Jersey, victoire au peuple, victoire au peuple, victoire au peuple togolais. Thank you. Joel Bofuda, Joel Bofuda, Agada Zo Barna Soka Bedewamba, Joel Bofuda, Danadam to West London, is over that one about Obadaqua, I might sock Bedewambe, Bani Rada Kunomini. Wombira we Togo Darawa Yelamna, a sort point Baneta Kunomini, but Gamusin Mogabo, Bana don't know Banasura Banera de Kunomini, Baranpatachi Sokawe, for the Muditana, a sort of Konika de Wembre, a saw yoi, a saw yoi. So what is my Badet Kupani Yarke, Bagamusin Moga, Soya Bedewamba, Barakata Soya Bedewamba, one has to go be an I saw one of Bedewamba, a sword one of Barakata, Teddy K, a sword one of the Teddy. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.